L'amulette de Samarcande, la trilogie de Bartiméus, tome 1. Première partie. Chapitre 1. La température ambiante chute d'un coup. Une pellicule de glace tapisse les rideaux et forme une croûte épaisse autour du plafonnier. Dans chaque ampoule, le filament incandescent se racornit, de moins en moins brillant, tandis que les bougies, plantées dans tous les coins, telles une colonie de champignons vénéneux, s'éteignent d'un coup. Dans la pénombre de la pièce se répand un nuage de vapeur âcre et jaune, au relent de soufre, où se contorsionnent de vagues formes noires. Loin, très loin, on entend des voix hurler en chœur. Brusquement, une pression s'exerce sur la porte donnant sur le palier. Elle s'arque vers l'intérieur de la pièce dans un grincement de boiserie. Un bruit de pas émis par des pieds invisibles crépite sur le plancher. Des bouches, également invisibles, se mettent à chuchoter des méchancetés derrière le lit et sous le bureau. Puis, le nuage de soufre se contracte pour former une épaisse colonne de fumée. Celle-ci sécrète une série de fins tentacules qui lèchent l'air comme des langues avant de se retirer. La colonne reste suspendue au-dessus du pentacle en bouillonnant contre le plafond, tel un volcan en éruption. Une pause à peine perceptible, puis deux yeux jaunes au regard fixe se matérialisent au cœur de la fumée. Et c'est la première fois pour lui. Je tiens à lui flanquer la trouille. Et c'est réussi. Il se tient debout au centre de son propre pentacle, plus petit et couvert de runes différentes, à quelques pas du pentacle principal. Pâle comme un mort, il claque des dents et tremble comme une feuille par grand vent. Des gouttelettes de transpiration perlent sur son front et se transforment en glace avant de tomber par terre, avec un petit bruit cristallin de grelon. Bon, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que ce petit gamin brun avec ses yeux écarquillés et ses joues creuses, il a 12 ans à tout casser. Et franchement, flanquer la trouille de sa vie à un gringalet pareil, c'est pas tellement excitant. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Il y en a qui, au contraire, en font leur sport favori. Ceux-là perfectionnent d'innombrables moyens de tourmenter leurs invocateurs via des apparitions subtilement hideuses. En général, tout ce qu'on peut espérer, c'est de leur refiler des cauchemars. Mais de temps en temps, ces stratagèmes sont si efficaces que les apprentis paniquent et sortent du cercle protecteur. Dans ce cas, tout va bien, du moins pour nous. Mais ce n'est pas sans risque, car ils sont souvent bien entraînés, et quand ils grandissent, ils se vengent. Alors je reste là, suspendu dans les airs, en espérant qu'il ne mettra pas trop longtemps à prononcer la formule de révocation. Histoire de m'occuper un peu, j'envoie des flamèches bleues lécher les bordures intérieures du pentacle, en faisant comme si elles cherchaient à en sortir pour attraper le môme. Naturellement, c'est bidon sur toute la ligne. J'ai vérifié, le sceau est très bien dessiné, pas le moindre vice de forme. Finalement, le garnement rassemble son courage en vue de prendre la parole. En tout cas, c'est ce que j'en déduis du frémissement de ses lèvres, qui ne semble pas uniquement dû à la peur. Il esquive un vague bégaiement. Je laisse peu à peu s'éteindre le feu bleu, remplacé par une odeur nauséabonde. Le petit articule une voix très très mal assurée. Je te somme de... Allez, accouche, de me dire ton nom. C'est souvent comme ça que ça commence, avec les jeunes, par du bavardage inutile. Il connaît très bien mon nom, et il le sait que je le sais. Sinon, comment m'aurait-il invoqué, hein? Car pour ça, il faut enchaîner des mots et des gestes bien précis. Et surtout prononcer le nom exact. C'est vrai quoi, ça peut pas être aussi simple que de héler un taxi. Quand nous, on appelle, à l'autre bout, on n'obtient pas n'importe qui. J'opte pour un ton grave, plein de nuances, onctueux comme du chocolat bien noir. Le genre de voix qui retentit partout à la fois, sans source précise et hérisse les cheveux sur les jeunes nuques inexpérimentées. Le petit s'étrangle visiblement en entendant mon nom. Tant mieux, ça prouve qu'il n'est pas complètement idiot. Il sait qui je suis, ou ce que je suis. Il n'ignore pas ma réputation. Il prend le temps de déglutir péniblement, puis reprend. Je te somme à nouveau de répondre. Es-tu le Bartiméus qui, en des temps anciens, fut invoqué par les magiciens pour retrouver les remparts de Prague? Bon, ce gosse me fait perdre mon temps. Quel autre Bartiméus ça pourrait être? Du coup, je force un peu la note. La glace qui recouvre les ampoules électriques se fendille comme du sucre caramélisé. Derrière les rideaux sales, les carreaux se mettent à miroiter, en émettant une vibration. Le gamin a un mouvement de recul. Je suis Bartiméus, je suis Zark al-Jin, Ngorzo, le Tout-Puissant, le serpent à plumes d'argent. J'ai reconstruit les remparts d'Uruk, de Karnak et de Prague. Je me suis entretenu avec Salomon. J'ai parcouru les plaines avec les pères buffles. J'ai veillé le vieux Zimbabwe jusqu'à ce que les pierres s'écroulent et que le chacal dévore son peuple. Je suis Bartiméus, je ne me reconnais point de maître. Ainsi je te somme à mon tour, petit. Qui es-tu pour m'invoquer?
Impressionnant, non? Et en plus, tout est vrai, ce qui ne gâte rien. Mais je n'ai pas seulement dit ça pour me donner de l'importance. Ce que j'espère, c'est épater le gosse au point qu'il me livre son nom, ce qui me donnera un peu de marge de manœuvre dès qu'il aura le dos tourné. Naturellement, je ne peux rien faire tant que je suis à l'intérieur du cercle. Mais ensuite, je peux essayer de savoir à qui j'ai affaire, chercher ses faiblesses de caractère, ce qu'il y a d'exploitable dans son passé. On trouve toujours chez eux. Enfin, je veux dire, chez vous. Malheureusement, ça ne marche pas. Par les contraintes du cercle, les points du pentacle et les runes, je suis ton maître. Tu dois te soumettre à ma volonté. Il y a quelque chose d'odieux à entendre cette formule éculée dans la bouche d'un gringalet aussi chétif, avec sa petite voix fluette, particulièrement ridicule. Je ravale mon envie de lui dire ce que je pense de lui, et j'énonce la réponse habituelle, qu'on en finisse. Quelle est ta volonté? Je dois l'avouer, je suis un peu surpris. La plupart des magiciens en herbe jettent d'abord un coup d'œil avant de poser des questions. Ils font du lèche-vitrine, si on peut dire, histoire d'évaluer l'étendue de leur pouvoir. Mais ils sont bien trop inquiets pour s'essayer à exercer. Il est déjà rare pour une entité de ma stature de se faire invoquer par des morveux pareils, mais là... Le môme s'éclaircit la voix. Le moment qu'il attendait est venu, l'aboutissement de tous ses efforts. Il en rêve depuis des années, au lieu de fantasmer sur les filles ou les voitures de course en traînassant sur son lit. Je me prépare à recevoir sa pathétique injonction. Je l'imagine déjà. Il s'agit fréquemment de faire léviter un objet quelconque ou de déplacer d'un bout à l'autre de la pièce. Ou alors il veut que je matérialise une illusion. Ce qui peut être assez amusant d'ailleurs. Il y a forcément un moyen d'interpréter sa requête de travers et d'en profiter pour le traumatiser un peu. Un jour, un magicien m'a demandé de lui montrer une image de l'amour de sa vie. J'ai fait apparaître un miroir. Je te somme d'aller chercher l'amulette de Samarcande chez Simon Lovelace et de me l'apporter lorsque je t'invoquerai à nouveau, demain matin à l'aube. Quoi? Je te somme d'aller chercher... Ouais, ça va, j'ai entendu. Je n'avais pas l'intention de paraître aussi irascible. Ça m'a échappé, voilà. Du coup, ma voix a un peu perdu de ses intonations spectrales. Alors, va. Minute. Je me sens nauséeux, comme toujours quand il nous congédie. J'ai l'impression qu'on m'aspire les entrailles par un trou dans le dos. Les magiciens doivent répéter la révocation 3 fois pour se débarrasser de nous, comme nous n'avons pas envie de tirer notre révérence. C'est rarement nécessaire, mais cette fois, je reste où je suis, sous la forme de 2 yeux ardents dans un furieux bouillonnement de fumée malodorante. Sais-tu ce que tu me demandes là, petit? Il m'est interdit de converser, discuter, parlementer avec toi, de chercher à résoudre des énigmes, de relever des paris ou de me livrer à des jeux de hasard. Je n'ai pas le droit non plus Et de... moi, je ne suis pas censé argumenter avec un adolescent malingre, je te prie de le croire. Alors épargne-moi ces âneries apprises par cœur. Quelqu'un se sert de toi. Qui? Ton maître, je suppose? Un vieux dégonflé, tout ratatini, qui se cache derrière un gamin? C'est du propre. Je réduis un peu la quantité de fumée et laisse pour la première fois entrevoir les contours imprécis de ma silhouette, suspendue dans les ombres. Tu joues doublement avec le feu si tu cherches à spoiler un vrai magicien en m'invoquant. Où sommes-nous? C'est à Londres, non? Il acquiesce, on est bien à Londres, dans une espèce de maison minable. J'examine la pièce à travers les émanations chimiques. Le plafond est bas, le papier peint se décolle. Au mur, une unique reproduction. Un paysage de style hollandais. Curieux choix de la part d'un garçon de cet âge. Je m'attendais plus à des chanteuses pop ou des joueurs de foot. Les magiciens sont conformistes, même les jeunes. Ah là là, Je prends une voix conciliante, nostalgique. nous vivons dans un monde cruel, mais on t'a appris bien peu de choses. Je n'ai pas peur de toi, je t'ai fait part de ma mission. Maintenant va, je te l'ordonne. La deuxième révocation. J'ai l'impression qu'on me passe les entrailles au rouleau compresseur. Je sens mes contours vaciller. Cet enfant possède un pouvoir certain, en dépit de son jeune âge. Ce n'est pas de moi que tu dois avoir peur, du moins pas pour l'instant. Simon Lovelace viendra te régler ton compte en personne quand il verra qu'on lui a volé son amulette. Ce n'est pas parce que tu es jeune qu'il va t'épargner. Tu dois te soumettre à ma volonté. C'est vrai. Il faut reconnaître qu'il est obstiné. Et stupide. Il lève la main. Je devine la première syllabe de l'étau systématique. Il s'apprête à me faire souffrir. Je file sans m'embarrasser d'effets spéciaux supplémentaires.